Vous connaissez le principe de ces discussions d'après-séance. J'ai quelques questions assez générales, bien évidemment, à poser à Nadav Lapid, mais la parole sera rapidement à vous. Si vous avez une question, une remarque, un micro, bien évidemment, vous sera tendu. Nadav, hier soir, nous discutions. Je vous ai rapporté une anecdote. Vous m'avez répondu très bien. Demain, on pourra commencer par rebondir sur cette histoire. Cette histoire, en l'occurrence, c'est que j'avais vu le film une première fois il y a quelques semaines, le 12 juin précisément, et que le lendemain matin, en allumant la radio, en me levant, j'entendais l'information principale de la nuit qui était que l'Iran avait été bombardé par l'armée israélienne. Et je me suis dit, mais comment a-t-il été possible de faire un film qui fatalement serait rattrapé par le présent, par l'enchaînement des événements? Et je peux être un petit peu plus précis dans ma question. Vous avez commencé, enfin vous avez écrit le film avant les événements d'octobre 2023. Comment ensuite vous avez intégré cette réalité, ce contexte, même si la guerre n'est pas le sujet de votre film, en tout cas pas directement, comment l'avez-vous fait exister dans votre histoire? Et bonjour, bonjour, bon après-midi. Et oui, en fait, comme vous avez bien dit, ce projet est né avant la guerre, avant le 7 octobre. Ce projet est né dans ma tête comme une sorte de réaction au monde, à notre univers tel que je le connais. Et un monde où la vulgarité, l'abrutissement, la brutalité ont gagné un chaos et où dire non est, est une position archaïque, démodée et qui ne sert pas à grand-chose, juste qui vous éloigne de l'humanité. Et où la soumission et l'acquiescement paraît comme une sorte de seul recours, seule issue possible pour un artiste, mais pas que. Et pour celui qui veut vivre normalement, pour celui qui veut que son enfant vit normalement. Et un peu comme à la manière qu'elle est dit, le personnage principal dans les films, la soumission, c'est le bonheur. Et donc moi, c'était ça le scénario que j'avais en tête. Et il y avait, oui, dans les oui originales, il y avait déjà plus ou moins toutes les scènes qu'on voit ici. Il y avait Y, il y avait Jasmine, il y avait ces fêtes d'une élite israélienne, élite militaire, élite économique, élite politique, tout est mélangé. Il y avait une obscénité, une joie, une tristesse. Il y avait des petits deuils où on danse et on chante. Et, et- mais dans ma tête, j'avais un peu le fantasme de ne pas tourner ce film en Israël. Puisque, je ne sais pas à quel niveau vous me connaissez, moi je suis cinéaste israélien, je suis né en Israël, j'ai grandi en Israël, j'ai tourné tous mes films sauf un qui s'appelle Synonyme en Israël. Mais depuis quelques années, je vis à Paris et je me suis dit que ce film sera une bonne occasion enfin de commencer à me détacher de l'ombre de ces pays. Donc on a un peu réfléchi. Moi, quand j'écris sur une ville, j'écris toujours sur Tel Aviv. C'est la seule ville que je connais vraiment au monde, mais j'espère que ça va changer. Donc je me suis dit peut-être là ça va changer. Et on a fantasmé sur toutes sortes de castings en France, aux États-Unis, toutes sortes d'acteurs pour jouer Y, si le film est tourné à Paris, si le film est tourné à New York, si le film est tourné je ne sais pas où, au pôle Nord. Et puis c'est passé le 7 octobre. Et, et j'étais, bon, évidemment, j'étais choqué.
comme beaucoup de gens. Moi, j'étais à Paris et ça m'a pris quelques jours de me poser la question qu'est-ce que je vais faire avec ce film? Est-ce que ce film a encore une quelconque importance? Est-ce que c'est important encore de faire des films, etc. Et là, finalement, après quelques jours, j'ai allumé mon ordinateur, j'ai regardé le scénario et j'ai vu que le premier dialogue ou la première chose qu'on dit, c'est quand Jasmine dit à Y laisse le chef d'état-major gagner. Et moi, je me suis dit, là-bas, c'est une guerre de chansons. Ici, c'était une guerre réelle. Je me suis dit, bon, ça a déjà quelque chose à voir avec la réalité. Et là, je suis allé en Israël pour comprendre ce qui se passe. Et j'ai rencontré plein de gens. Enfin, d'habitude, je ne suis pas aussi social, mais là j'ai rencontré tous les gens que je connaissais plus ou moins pour écouter. Et ce qui... D'abord, ce qui était... Bon, les gens étaient en deuil, le pays était en deuil, et toutes les personnes que je connaissais, la plupart étaient des artistes, réalisateurs, ils ont tous travaillé du coup au service de l'État, donc en fait au service de la guerre. Ils ne les voyaient pas comme ça, et moi je les comprenais très bien, mais les réalisateurs voulaient parler de ces moments, des atrocités qui ont été commises à ces pays, de sa tristesse et son deuil. Donc ils ont fait des petits films un peu de propagande comme ça sur le 7 octobre. Et les monteurs ont monté ces films, et les caméramans ont filmé. Et moi j'ai un très bon ami qui est un grand star de rock'n'roll en Israël. Donc il est allé chanter aux soldats. Et tout ça, encore une fois, m'était extrêmement compréhensible, mais regardant un peu de l'extérieur, en les écoutant, en écoutant les hommes politiques, en écoutant les propos des gens dans la rue, c'était évident pour moi que tout cela va aboutir à une vengeance d'une dimension biblique, apocalyptique, sans précédent, et qu'on est face au pire qu'on savait qu'il viendra, mais qui là est en train d'arriver. Et quand on se retrouve face au pire, on n'a pas beaucoup de choix. C'est un peu comme cette question qu'on pose hypothétique. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu savais que c'est le dernier jour de ta vie? Donc moi, j'aurais fait un film qui est à la fois comédie musicale, tragédie musicale, film d'amour, film de toutes sortes de genres, et qui parle de la vie hors la guerre et de la guerre hors de la vie et de tous les deux ensemble. Et voici les résultats. Alors la soumission, le choix de la soumission que fait le personnage, cette soumission qui le rend heureux, qui peut apporter le bonheur, c'est la première fois qu'elle se présente dans votre cinéma. Les personnages de vos films précédents étaient en contestation, en révolte, en lutte, en rébellion. Ils disaient non. Et ce personnage, lui, il dit oui. Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il est la figure de l'artiste israélien? Est-ce qu'il est la figure de la population israélienne? Est-ce qu'il est la figure de quelque chose de plus large? Et par ailleurs, pardon, mais lui dit oui, mais vous dites non. Et oui, d'une certaine Et non, mais oui, c'est bon. Vous allez voir, il y a plein de jeux de mots avec ça. Mais d'abord, je pense que cet état de soumission, c'est quelque chose qui dépasse Israël. Et bon, je vais vous raconter une anecdote c'est un peu long, mais moi j'ai un très très bon ami français, enfin, un ami français qui m'a énormément inspiré, et qui est le fils d'une famille très artistique, très cultivée, heureusement pour lui aussi assez aristocratique, donc il y a de l'argent, mais quand même où tout le monde fait un peu, je sais pas, de là à lui. Et cette personne, on se connaissait très jeune, et on avait plein de rêves ensemble, on rêvait de faire des films, etc. Et mes rêves se sont réalisés, et les siens pas tellement, il fait d'autres choses. Et
il m'a parlé, on s'est vu une fois, on n'est plus très proches, mais on s'est vu une fois, et il m'a parlé de il m'a dit, tu sais, je pense souvent sur mes cousins. Et il m'a dit, moi, quand j'ai grandi avec mon frère, on avait les cousins qui étaient français, mais qui habitaient à Londres. Et, et à nos yeux, il était très vulgaire. Et leurs parents aussi étaient très vulgaires. Et cette famille était très vulgaire. Et nous, on était très fins et très raffinés. Et nos parents nous ont dit, quand même, quand on voit ces gens vulgaires, il faut prendre un peu un recul, il faut, quand on voit la vulgarité, il faut se mettre un peu à côté et attendre que la vulgarité passe. Et il m'a dit, aujourd'hui, moi et mon frère, on est perdus. Et les cousins de Londres sont des winners. T'imagines même pas. Ces gens, leur vie, c'est un rêve. Et il m'a dit, je me demande souvent, est-ce que mes parents, est-ce qu'ils ne se sont pas trompés quand ils nous ont parlé, sûrement de leur idéal, de leurs idées, mais d'un monde qui n'existe pas, qui n'existe plus. Et en fait, ils ne nous ont pas préparés pour ce monde. On est venu au monde tellement pas prêt, tellement pas préparé, tellement égaré. On a cherché ce monde imaginaire partout, pourtant il n'existait pas, alors que les fameux cousins de Londres, eux, ils comprenaient le monde du début. Et ils le comprenaient si bien qu'ils se retrouvaient dans ce monde comme on se retrouve dans notre salon. Et évidemment, c'est le genre de questions que tu poses à toi-même, c'est le genre de questions que tu poses à toi-même, même plus quand tu as un enfant. Donc moi, je pense que c'est cette position Je me demande, quand tu aimes quelqu'un, est-ce que tu aimerais vraiment qu'il passera toute sa vie dans une sorte de résistance désespérée? Et qu'est-ce qui deviendra de cette personne qui sera tout le temps résistant? Il deviendra amer, il deviendra haineux, il devient désespéré, peut-être cynique pour créer un certain recul. Et est-ce qu'il ne faut pas dire oui? Et ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup hanté. Et la réponse, je ne la connais pas, parce que dans les films, on voit que quand on dit oui, on commence par dire oui à lécher des lobes d'oreilles et à s'humilier. Et après, on dit oui à, je ne sais pas, lécher des bottes. Et finalement, on dit oui à écrire des hymnes génocidaires. Mais donc je ne dis pas que... Et les films, je pense que dans les films... Finalement, quelle est la réponse du film? La réponse, c'est ce couple qui va la main dans la main, qui va ensemble nulle part. Peut-être c'est ça la réponse. Mais oui, dans ce sens-là, je pense que cette soumission, c'est quelque chose qui m'a travaillé au-delà d'Israël. Après, évidemment, ça se renforce dans des États aussi radicaux que cet État israélien, parce que je pense que ce personnage principal d'Y, en fait, c'est quelqu'un... Et pour moi, c'est la première fois que j'ai un personnage qui n'est pas politique. En fait, c'est quelqu'un qui ne veut pas connaître la politique, qui ne veut pas avoir des opinions. Les opinions, ça ne sert à rien, c'est lourd, ça alourdit la vie, ça te dérange d'être flexible, d'être mobile, d'être dynamique. Et c'est quelqu'un, je pense, qui rêve pour moi d'être le héros d'une comédie musicale. Et à ça, il est génial. Il sait tellement bien bouger, chanter. S'il aurait pu, il aurait passé sa vie en train de danser, de chanter avec son amoureuse, leur enfant, et les matins. Mais il ne peut pas. Il doit gagner de l'argent, donc il sort de chez lui, il sort rencontrer le monde. Et là, il rencontre la réalité. Et là, il dit oui à tout. Et là, il devient du protagoniste d'une comédie musicale, il devient le vilain d'un film politique. Vous parlez de comédie musicale. Moi, j'aimerais que vous nous disiez, lors de l'écriture du film, comment vous sont venues toutes ces chansons qui ponctuent le film, qui le rythment. Il y a une grenouille.
qu'on va laisser descendre dans l'escalier. Ça va troubler. Donc ces chansons en fait qui sont très nombreuses dans le film, qui le ponctuent jusqu'à cet hymne génocidaire, comment sont-elles venues, comment les envisagez-vous dans le récit, et plus largement sur le son du film. Le film est très fort, je l'ai revu au premier rang, je l'ai bien revu, je l'ai bien entendu, c'est votre choix. Est-ce que ça ne correspond pas aussi à l'impossibilité d'accéder au silence jusqu'à ce qu'il aille dans le désert? C'est comme quand ils sont assis sur le canapé, on va écouter le silence, mais non, ce silence, il n'existe pas. T'as déjà répondu, en fait. Non, non mais pas parce que enfin, tu m'as pris la réponse, c'est pas juste. Hein, il faut renverser. D'abord, je réponds, puis tu poses la question. Non, mais oui, parce que je voulais justement dire que je pense qu'une des moments clés du film, c'est ces moments sur les canapés, où il lui dit écoutons un peu de la silence, mais il n'y a jamais de la silence dans des pays. Dans notre monde, peut-être en général, dans des pays, un pays comme Israël, il n'y a jamais de la silence. Donc jamais on arrive à de la silence dans le sens profond du terme. On arrive, jamais on pourrait. On se dit si seulement on pourrait réfléchir pour une seconde avec lucidité, mais jamais on pourrait réfléchir avec lucidité. On va toujours des années, des décennies, des générations, on va continuer sans avoir une minute de silence pour bien réfléchir. Mais les scènes de danse, le problème c'est que moi d'abord je dois dire juste bon, je ne sais, mais moi je suis quelqu'un de très instinctif, donc et très inconscient, je pense aussi d'une certaine manière. Je peux vous dire que quand j'ai terminé l'écriture du scénario, je l'ai envoyé à une des productrices françaises du film, Judith Loulevi. Je lui ai envoyé le scénario et je lui ai dit Judith, je t'envoie une comédie romantique. Et cette fois-ci, c'est vraiment, j'espère que tu ne trouveras pas ça trop sucré, mais bon, parfois il faut sourire au monde ou un truc comme ça. Elle ne m'a pas rappelé pendant 2 semaines au moins, je pense. Mais moi, je l'ai vu comme ça, donc je pense que. Et, je pense qu'il y a quelque chose par rapport au rôle de la musique dans le film. Je pense que c'est un film où les gens parlent presque pas. Si je mets pour une seconde à côté ces monologues du 7 octobre, et peut-être un peu les conversations avec Léa, mais les gens, ils parlent presque pas. Ils utilisent leur bouche pour faire plein de choses, et toutes sortes d'activités, mais pas forcément pour. Je pense que pendant toute la première partie, on parlait à peine. Et je pense que c'est un film qui existe dans un moment où il n'y a plus aucun lien entre les mots et la vérité. Les paroles, la vérité, bon, je pense qu'on le vit tous les jours. Enfin, regardons Donald Trump qui parle. C'est presque poétique, c'est tellement incroyablement insensé que c'est presque de la poésie, mais je pense qu'on vit, mais j'imagine aussi qu'il y a des hommes politiques français, mais je veux dire, et pas qu'il y ait des hommes politiques, je pense qu'on arrive dans un monde où les mots sont tout et son contraire, où on parle d'une certaine manière presque tous une sorte de langue qui a perdu un sens. Et je pense que dans ce monde, là où se trouve une autre vérité, c'est peut-être dans des scènes des danses, dans des scènes musicales. Et, je sais pas, c'est 2 personnes qui dansent dans les appartes, dans les amours. Et c'est 2 personnes qui roulent vers Gaza et écoutent Stand By Your Man, leur nostalgie. Et quand ils jouent au piano, aussi de la nostalgie. Enfin, tout ce qui aurait dû se passer, se passera jamais. Juste avant de vous donner la parole, je voulais rebondir sur un mot que vous avez prononcé il y a quelques instants, instinctif. J'ai l'impression que ce qui est instinctif aussi, c'est votre mise en scène. Quand je vois vos films, je me dis, chaque séquence s'invente finalement. Je suis très curieux de savoir comment vous mettez en scène. On a l'impression que chaque séquence a sa logique, son autonomie, son instinct. Oui, enfin, d'abord, moi, je suis obsédé par la mise en scène. Enfin, pour moi, la mise en scène, c'est la vérité du cinéma. Et pour moi, puisque pour moi, le cinéma, c'est ma manière de dire la vérité du monde. Donc, pour moi, pour raccourcir, la mise en scène, c'est la vérité. Je pense que la vérité dans le cinéma se trouve dans sa mise en scène. Et dans ce sens-là, je dois dire que ça, souvent, ça me déprime de voir des films, parce que je trouve que des gens, ils mettent autant d'efforts
dans l'écriture du scénario, ils se mettent toutes les rames, leur histoire, leur enfance, leur adolescence, je ne sais pas, leur vie d'adulte, etc. Et quand tu vois la mise en scène, tu as l'impression souvent qu'un logiciel a fait les découpages. Et je trouve ça insensé, quoi. Enfin, je trouve... c'est tellement bizarre pour moi que les films se ressemblent et que le cinéma n'avance pas, quoi. Si on pense sur des arts visuels, par exemple, si je sais pas, l'art plastique, je pense que si le cinéma était la peinture, les gens auraient continué à créer des tableaux de la Mona Lisa. C'est fou. Enfin, je pense, désolé hein, de dire ça, mais parfois, dans ma tête, le cinéma, c'est comme une sorte d'espace énorme, vide, et bizarrement, 99,9% des gens se regroupent au coin de la pièce, tous ensemble, et en train de piétiner les uns sur les autres. Et donc, c'est-à-dire, moi, je pense que n'est pas inventer une mise en scène, c'est presque ne pas faire un film, quoi. Ce n'est pas... parce que oui. Après, comment je ne sais pas, enfin, j'ai toutes sortes de rites un peu bizarres, mais pour écrire la mise en scène, mais ce que je veux dire, c'est que l'écriture des plans, c'est pour moi le moment de la création. Et le plus créatif du film. Donc, je ne sais pas, je prends un verre de whisky, et j'écoute la musique, et je commence surtout à réfléchir qu'est-ce qu'il y a vraiment dans la scène. Enfin, je pense que d'une certaine manière, les scénarios, la scène, c'est la chronique du film, et la caméra, c'est cette lampadaire qui te dit de quoi s'agit-il vraiment. Et moi, depuis longtemps, je suis obsédé par cette idée de la peinture expressionniste qui disait en gros, je ne veux pas dessiner la voiture, mais les émotions que cette voiture a laissées chez moi en passant. Donc moi, j'essaye de filmer directement les émotions, et libérer la caméra de ces dictatures des scènes, de ce qui se passe dans les scènes. Et c'est beaucoup plus compliqué dans le cinéma que dans la peinture, parce que dans la peinture, tu peux faire tout ce que tu veux, mais la caméra, c'est quand même un objet froid et antipathique qui montre ce qu'il y a en face. Donc il faut la rendre folle. Il faut la rendre folle. Il faut parfois la déjouer, cette précision. Il faut la pas laisser de rester objective. Il faut la mouiller. Il faut que la caméra soit en danger. Je vous tends le micro si vous avez des questions ou des remarques. Bonjour. Je me suis demandé pourquoi vous aviez plusieurs fois fait des plans sur la nuque du personnage principal. Ouais, en fait, je dois dire juste que plus on fait des débats, plus les questions se répètent. Et du coup, il y a cette question que tu n'as jamais entendue, donc j'adore. Et pourquoi j'ai fait des plans sur la nuque Est-ce que je pense que parce que là évidemment, en vous répondant, j'essaie de gagner du temps et de passer dans ma tête tous les plans des nuques du film. Mais donc je ne sais pas. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est que des membres du corps m'intéressent beaucoup. Bon, mon film précédent s'intitulait les genoux d'Aide, les genoux. Donc des membres du corps m'intéressent beaucoup. Et pourtant, je trouve qu'il y a une discrimination des membres dans le cinéma. Il y a des membres qu'on ne montrait pas assez. Et là, par exemple, dans ce film, j'étais très intéressé par les oreilles, comme vous auriez pu témoigner. Et en général, je pense que dans les films, on fait face, enfin les films, je pense, essayent de capter dans toutes sortes de moments des membres qui sont moins populaires. Et ce n'est pas juste une obsession, je pense, vaine, mais je pense que c'est basé sur mon idée que, d'une certaine manière, la différence entre la littérature et le cinéma, c'est que la littérature est obligée de concentrer souvent sur ce qu'on dit. Et la grande question du cinéma,
c'est qu'est-ce qui fait les corps quand la bouche dit les paroles du scénario. C'est-à-dire, si vous me comprenez, moi je trouve que l'idée que des gens ont un corps à n'importe quel moment, là par exemple quand je vous parle en même temps j'ai un corps, je trouve ça fascinant. Et je pense que c'est ça la grande question du cinéma. Qu'est-ce qui est, en essayant de trouver l'entité de la personne. Donc c'est pour cela que j'essaye de hanter, de capter tous les membres du corps et certainement aussi la nuque aussi. Mais je vais réfléchir encore. Oui, alors moi j'ai une question aussi qui est peut-être anecdotique, mais pourquoi le canard? C'est-à-dire qu'on voit le personnage constamment accompagné d'un canard qui a l'air tout à fait bien apprivoisé et aimer ça, mais quel est le symbole? Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer en lui mettant un canard dans les bras? La Rochelle, c'est un endroit singulier, je dois dire. Et moi je pense que si je me souviens bien, moi, ça m'a amusé. Bon, la personne est une sorte d'amuseur. Il doit tous les temps aller plus loin, inventer de nouvelles choses, etc. Et moi, ça m'a amusé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé sur ces pirates qui ont des perroquets, je pense, sur les épaules, et tous ces rôles de perroquets qui répètent les paroles, etc. Moi, je me suis dit que puisque c'est une sorte d'amuseur moderne, donc il ne va pas se contenter de perroquet, mais il va avoir... D'abord, c'était une oie. Puis, ça s'est transformé en une sorte de canard-oie. C'est une sorte de... Et après, je dirais une autre chose. Je pense que tous les films est à la fois un film que parfois on a l'impression qu'il est sorti, comme tu as bien dit auparavant, qu'il est sorti des infos, c'est-à-dire extrêmement lié à la réalité. Et quand on voit Gaza, c'est Gaza. Quand on voit la fumée, c'est la fumée qu'on a vue quand on a tourné. Quand on entend les explosions, ce sont les bruits des explosions. Et l'hymne, ce qu'on appelle l'hymne, c'est une véritable chanson. Moi, je n'ai rien inventé, etc., etc. Et en même temps, il est l'opposé total. C'est une légende, un film fantastique, étrange, extrêmement fictionnel. Donc je pense que ce genre d'éléments, ces lois, par exemple, les canards, peu importe. Mais ça fait partie de ces dimensions-là, de ces dimensions des légendes. Merci. Oui, bonsoir. Merci pour ce film qui est très audacieux, très puissant. Moi, ma question, c'était, est-ce que, j'ai pas bien vu au générique, vous avez eu du financement de l'État d'Israël? Est-ce que ce film sortira en Israël? Est-ce que vous l'accompagnerez? Et comment ça s'est passé d'ailleurs le tournage en Israël? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Voilà, merci. Et le film n'a pas pour l'instant un distributeur israélien, mais par contre, il va être présenté le 20 juillet au Festival de Jérusalem. Et moi, je vais l'accompagner. Et je pense que c'est important que des Israéliens voient des Israéliens, puisqu'on voit des Israéliens sur l'écran. Et moi-même, je suis israélien. Et ce film a rencontré beaucoup de difficultés. Et je dirais même plus, j'avais l'impression que dans un moment, ce film est devenu, malgré sa volonté, un détecteur de lâcheté et de courage. Et c'est-à-dire, évidemment, d'abord en Israël, il y avait énormément, et c'est quelque chose que j'ai jamais... Je pense que ça réfléchit les changements que les pays traversent. Mais il y avait énormément de techniciens qui ont refusé de travailler dans les films.
mais vraiment, dizaines et dizaines. Enfin, ça devenait dans un moment une blague, ça devenait presque une blague parce que chaque jour on a perdu un autre technicien. Et dans un moment on a amené un maquilleur serbe parce qu'on n'a pas trouvé aucun chef maquillage en Israël. Et il y avait beaucoup d'acteurs qui ont refusé de travailler dans le film ou qui ont passé des essais, ont eu le rôle, étaient incroyablement contents. Et 2 semaines plus tard, on a un coup de fil de leur agent qui annonce qu'ils ne vont pas faire le rôle, soit parce que les gens étaient opposés idéologiquement au film, mais ils ne connaissaient même pas les films, donc peut-être c'était moins, et soit parce qu'ils avaient peur. D'une manière complémentaire, et le financement du film est devenu une tâche presque impossible après le 7 octobre. Et d'un côté, le coût du film montait, augmentait. Évidemment, assurance, ça avait l'air d'être une sorte de folie de tourner un film en pleine guerre quand des missiles et des bombes tombent autour. Mais il y avait aussi la peur de beaucoup de financiers. Et quand je parle de cette peur-là, je parle surtout de la France, et de l'Europe en général, mais surtout de la France. Et beaucoup de financiers qui nous disaient que dans ces moments-là, ils sont ni d'un côté ni de l'autre et ils préfèrent de rester objectifs. Et je pense qu'à ces gens, il faut réciter ce que j'ai déjà fait, mais la belle phrase de Jean-Luc Godard qui a dit que l'objectivité, c'est 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour Hitler. Donc beaucoup de gens qui se disaient objectifs, beaucoup de gens qui disaient que peut-être ce n'est pas le moment. Et quand je dis des gens, je dis des institutions, des chaînes télé. Et je pense que ça continue à accompagner ce film, cette peur. Et en même temps, cette peur continue à accompagner ce film lors de sa sélection. Et en même temps, évidemment, ça met aussi la lumière sur beaucoup de gens courageux parce que d'habitude, je ne sais pas, être chef électricien, ça exige pas beaucoup du courage, mais là, ça exigeait du courage et aussi tout était tellement mêlé. Enfin, je dis chef électricien, mais par exemple notre chef électricien, et son père a été enlevé le 7 octobre et assassiné plus tard à Gaza. Donc tout était tellement. Enfin, il était là depuis le début jusqu'à la fin. Mais je veux dire, oui, dans ce sens-là, le lien entre la réalité et le film était interminable. Bonsoir, je vous ai déjà rencontré à Pantin, je pense qu'on s'est déjà vu pour d'autres films. Je vous remercie toujours vos films qui sont très intéressants pour connaître la société israélienne actuellement. Moi, j'ai une partie de ma famille en Israël qui sont des réfugiés, c'est-à-dire ces jeunes qui refusent de faire la guerre. Et ils m'ont envoyé les chansons nationalistes que j'ai entendues, me traduisant. Je ne parle pas bien l'hébreu, hein, donc je suis un peu... Et je suis aussi d'origine juive allemande, ça a une connotation. Parce que quand on parle de croix gammée, on sait ce que c'est en Allemagne, ce que ça nous a donné. Bon, voilà. Donc du coup, ils inversent malheureusement les valeurs. Je suis un peu émue d'entendre parler parce que ça me fait quelque chose d'entendre ça. D'autant qu'il y a un chanteur qui est venu, qui s'appelle, je ne sais pas, Elan quelque chose, qui est venu chanter à Paris en toute impunité. Il chantait le génocide. C'est incroyable parce que nous qui luttons on soutient au peuple gazaoui, évidemment, on nous traite de terroristes et de tout ça. Mais lui, il a pu chanter toute impunité en se servant des vidéos à la gloire de Tchahal, donc du coup. Et nous qui étions devant,
on a été quand même assez maltraités par la police française. Voilà, bon, je tenais à le dire. Et c'est très particulier. En plus, moi, le gars qui chante ça, excusez-moi, on aurait dit Goebbels qui chante en hébreu. Hein, excusez-moi, je suis un peu forte de dire ça parce que ça me rappelle malheureusement ces méthodes qui ont été utilisées en Allemagne en 1933, c'est-à-dire que tout un peuple est devenu tout d'un coup docile. Bon, je pourrais expliquer ça comme ça. Et je pense que ça, c'est important d'expliquer toutes les méthodes qu'ils peuvent avoir de docilité tout d'un coup. La fameuse docilité quand ils lèchent les bottes, etc., c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Et beaucoup, ça explique malheureusement beaucoup d'intellectuels. Moi, je ne crois pas à la neutralité dans ces cas-là. Et beaucoup d'intellectuels sont mis à lécher les bottes d'Hitler, y compris d'ailleurs la cinéaste, hein, entre parenthèses. Enfin, donc, du coup, et ça, c'est difficile pour nous d'entendre. Des fois, des paroles qui sont tenues par des responsables du gouvernement. Et ma mère qui vit en Allemagne, elle me dit, mais nos parents ont entendu ça. On fait un lien, hein, mais bon, je ne vais pas faire trop de politique là ici, mais vos films nous disent ça aussi. Et je vous remercie de dire que cette société israélienne, elle se radicalise, c'est sûr, mais il y a aussi des gens qui sont contre ça. Et ça, c'est bien de le dire. Merci. Oui, merci. Oui, je pense, enfin, je répondrai vite, mais je pense... Le film commence avec un tableau de Georg Gross qui parlait des piliers de la société et qui a été, comme on écrit dans les films, qui a été dessiné en 1926 en Allemagne. Donc là, je ne dis pas évidemment que les Israéliens sont des nazis, mais on sait comment des sociétés glissent. Et je pense que le film porte beaucoup sur l'aveuglement. Et je pense que toute la première partie du film porte d'une certaine manière sur l'aveuglement. Et je pense qu'en certaines parties de cet esprit, de cette extase permanente, enfin, imaginez combien d'efforts ça coûte à un individu de fermer ses yeux alors qu'une heure de lui, on est en train de massacrer ou de faire un génocide. Appelez ça comme vous voulez. Donc, imaginons là quels efforts a besoin un peuple entier pour couvrir ses yeux, ou presque un peuple entier, pour couvrir ses yeux et rester aveugle. Donc, je pense qu'un partie de cet esprit extatique, de cette obligation d'être jamais en silence, de tout le temps bouger, danser, est liée aussi à ça. Oui, merci. Merci pour ce film. On a évoqué la peur, je viens d'entendre le discours de cette dame. Et vous, dans quel état d'esprit êtes-vous? Comment allez-vous accompagner ce film à Jérusalem? Votre peur à vous, y en a-t-il une? Comment arrivez-vous à la dépasser? Moi, je vais bien. Enfin, je vais pas. Mais enfin, je suis pas quelqu'un de spécialement courageux. Et je pense que finalement, exige des films. Enfin, faire des films, ça exige pas tant de courage. Il faut peut-être démystifier cette position des cinéastes. Je pense que parfois des cinéastes, c'est un homme courageux, mais en fait, ils confondent un peu le sujet de leurs films. Donc moi, je suis pas dans cette position-là. J'ai fait des films, j'adore ça. Et d'une certaine manière, j'ai une sorte de privilège, je pense, de faire face à la réalité en faisant un film. Beaucoup de gens étaient... Je ne sais pas si beaucoup, mais il y avait des gens qui étaient écœureux et horrifiés par ce qui se passe à ce moment-là. Ils n'ont pas de films à faire. Donc moi, je pouvais au moins il faut quand même aller me cacher, je ne sais pas, transmettre tout ça au plan et réfléchir si je vais utiliser Ketchup Song ou une autre song pour une scène, c'est quand même pas mal. Et qu'est-ce qui va se passer à Jérusalem? On verra bien. Mais il faut dire aussi, enfin, Israël, c'est pas l'Iran. Je pense que personne... C'est pas l'Iran, ça ne veut pas dire que c'est mieux ou que c'est pire. C'est très différent. Et je ne sais pas si on va entrer à ça, mais je dirais ça une phrase peut-être, je pense. Je ne connais pas très bien l'Iran, mais il me paraît qu'à l'Iran, il y a
il y a un régime oppresseur qui force une grande partie de la population de faire des choses contre leur volonté. Israël, quand tu es juif israélien, c'est encore plus ou moins une démocratie. Et pour les mieux ou pour les pires, ce qu'on voit en Israël, c'est la volonté du peuple. Et je pense que dans tous mes films, j'essaie de parler de beaucoup de choses qui touchent pas forcément qu'Israël, mais aussi de sonder une sorte de noyau existentiel d'une âme collective des Israéliens. Donc, pour moi, il faut parler des Israéliens et pas de leur gouvernement. Enfin, disons qu'on ne peut pas tout jeter sur un gouvernement. Ce sont les Israéliens, parfois les bons Israéliens, qui sont aussi, qui commettent du mal. Et pourquoi je dis tout ça? Parce que je ne pense pas que quelqu'un va me jeter en prison, mais je suis assez sûr en fait. Mais qu'est-ce qui va se passer à Jérusalem? Je suis extrêmement curieux. Et, je ne sais pas. Merci pour ce film. Moi, j'avais déjà vu votre film à l'occasion de Cannes et là, je le redécouvre. J'ai une nouvelle vision de celui-ci. La lecture est différente par rapport au personnage de Y. Dans la première fois, au premier visionnage, j'avais l'impression qu'il y avait une condamnation assez féroce du personnage. Et là, pour le coup, je vous trouve plus clément, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question de à quel moment on reproche à un homme de penser d'abord à lui et à son fils avant les autres. Et peut-être que c'est des questions que vous êtes posées en tant que père. Mais du coup, la lecture est différente pour le personnage. Et je voulais savoir votre regard par rapport à celui-ci, notamment pour la scène de la lapidation, quand il y a une pluie de pierres. Je ne sais pas vraiment si c'est vous qui condamnez Y pour ces faits, ou si c'est lui à ce moment-là qui terrifié et conscient de l'horreur à laquelle il participe, se projette lapidé par Dieu ou par sa mère. Et je voulais juste vous dire bravo et remercier aussi les producteurs et le distributeur, parce que j'imagine que c'était pas facile à faire comme film. Merci. C'est très juif quand même en film où quelqu'un est dilapidé par sa mère et la mère et Dieu, c'est un peu la même chose, non? Je pense que c'est très, quand même c'est très juif. Et moi j'ai cette position de condamnation morale d'un cinéaste qui condamne ses protagonistes. Moi ça m'intéresse pas. Et donc je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire je ne pense pas que le film, je ne sais pas si on est tous Y, mais d'une certaine manière certainement, et on lèche tous des bottes parfois, et en espérant qu'elles soient propres, mais je pense que le film n'est pas, je pense que le film il n'a pas une sorte de fausse empathie pour Y, c'est-à-dire qu'il n'essaye pas de le transformer à quelqu'un de sympathique, mais je pense aussi qu'il n'est pas en train de pointer une sorte de doigt accusateur envers lui, pour la simple raison que je sens que je suis atteint plus ou moins par toutes les maladies des Y, et oui. Bon, on est pris tous plus ou moins, même je pense, tourbillon. Et on bouge un peu à droite, on bouge un peu à gauche, et on n'est pas de Dieu, on n'habite pas sur l'Olympe. Et même si on est le réalisateur du film. Et donc oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, et je pense que cette pluie de pierres venait du ciel, et c'est la conscience, mais c'est la conscience c'est la conscience qui apparaît du coup, qui surgit en pleine nuit, quand vous êtes tout seul. Le lendemain, il se réveille et il part quand même chez lui. Et on est comme ça, je pense. Nous allons nous arrêter là. Vous remerciez beaucoup pour vos remarques et questions. Nadav, vous remerciez énormément pour le film et rappelez que le film sera en salle le 17 septembre, distribué par les Films du Losange. Merci à vous. Merci.